on va dire, l'autre spectre des cancers thyroïdiens, c'est-à-dire les cancers thyroïdiens qui vont pas rester localisés, mais qui représentent vraiment une toute petite partie des cancers thyroïdiens. Je pense que c'est quand même important de le dire avant de commencer. Alors, voilà, donc il y a différents types de cancers thyroïdiens. Donc en fait, les cancers de la thyroïde, dans leur grande majorité des cas, sont des cancers qu'on dit d'origine folliculaire. Donc il y a différents sous-types dans ces cancers d'origine folliculaire. Et pourquoi on les appelle cancers d'origine folliculaire? Parce qu'en fait, ils viennent du follicule. Le follicule, c'est cette structure dans la thyroïde qui est la structure qui va sécréter, enfin synthétiser, puis sécréter les hormones thyroïdiennes. Et donc, c'est ces hormones-là qui sont autour du follicule qui, à un moment, vont se cancériser et vont donner le cancer de la thyroïde. Et donc, c'est majoritairement ces cellules du follicule qui vont donner le développement de cancer de la thyroïde papillaire, folliculaire ou peu différencié. Et puis après, vous avez des formes qui sont beaucoup plus rares. Vous voyez, moins de 5% des cas, c'est des carcinomes médulaires de la thyroïde. Donc, ces carcinomes médulaires de la thyroïde, ils vont venir ici de cellules qui sont très rares dans la thyroïde, moins d'1% des cellules thyroïdiennes, qui sont les cellules parafolliculaires. Ce sont des cellules dont on ne sait pas bien exactement à quoi elles servent, qui sont réactifs, enfin, qui sécrètent une hormone qui s'appelle la calcitonine. Et puis après, vous avez aussi des cancers aussi qui sont très rares, qui sont une forme agressive des cancers de la thyroïde, qui sont les carcinomes anaplasiques de la thyroïde. Et donc, ces trois formes de cancer vont être un peu traitées différemment. Et donc, comment on fait le diagnostic quand on a une tumeur qu'elle est retirée? Bah, c'est vraiment un diagnostic qui se fait pas en échographie, pas au scanner, pas en PET scan, pas en scintigraphie. C'est un diagnostic au microscope, c'est-à-dire qu'on enlève la tumeur, on la coupe, on la regarde au microscope et on voit des aspects cellulaires qui vont être évocateurs de l'un ou l'autre. On peut faire des marquages aussi pour le préciser. Et de plus en plus, on va faire ce qu'on appelle des analyses moléculaires, c'est-à-dire rechercher les mutations des gènes qui ont provoqué le développement de ce cancer. Et vous savez que ça peut être utile pour le traitement, en particulier des formes avancées. Alors donc ça, c'est un schéma qui résume la prise en charge des cancers thyroïdiens. Donc là, on arrive après la chirurgie, là, ce qu'on vient de vous montrer. Donc une fois qu'il y a eu la chirurgie de la thyroïde, mettons qu'on a enlevé toute la thyroïde, on va discuter du dossier de chaque patient en réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc c'est ce qu'on appelle la RCP. Et donc la première chose qu'on discute en RCP, c'est est-ce qu'il faut faire un traitement par l'iode radioactif? Et donc, pour des cancers qui sont localisés, qui ont certains critères, on va dire, qui ont un petit peu plus de risque de rechute, on va proposer, en plus de la chirurgie, un traitement par l'iode radioactif pour diminuer le risque de rechute. Et donc, entre la chirurgie ou la chirurgie plus l'iode radioactif, on va se retrouver dans la grande majorité des cas dans cette situation, 85% des cas, avec une guérison très probable du cancer de la thyroïde, soit avec la chirurgie seule, soit avec la chirurgie plus l'iode radioactif. Dans quelques situations, malgré la chirurgie plus l'iode radioactif, vous allez avoir une persistance de la maladie, principalement euh, diagnostiquée avec la thyroglobuline. Vous savez donc ce qu'on fait, c'est qu'on dose un marqueur qui s'appelle thyroglobuline régulièrement après la chirurgie, après le traitement. Cette thyroglobuline, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit indétectable après le traitement, ou en tout cas en dessous d'un certain taux. Et puis, chez certains patients, la thyroglobuline va rester détectable, et ça va nécessiter une surveillance un peu plus rapprochée, parce qu'on sait que ça peut être le signe à un moment ou à un autre d'une rechute et nécessiter des traitements supplémentaires. Et donc, dans le cas où il reste de la thyroglobuline détectable, eh ben, parfois on va trouver euh, de la maladie résiduelle, on va retraiter par l'iode radioactif et encore une fois, on va pouvoir obtenir une guérison. Et puis parfois, de manière assez rare, on va faire la chirurgie de la thyroïde, faire un traitement par l'iode radioactif et au moment du traitement par l'iode radioactif, on va se rendre compte qu'en fait, il y a des métastases. Donc, qu'est-ce qu'on appelle des métastases? C'est des localisations du cancer de la thyroïde qui se mettent dans un organe qui n'est pas la thyroïde. Donc, ça peut être principalement au niveau des ganglions, éventuellement au niveau des poumons et parfois au niveau des os.
Donc ça, vous voyez, on est vraiment dans une situation très rare puisqu'on est dans 10% des cas seulement. Donc c'est vraiment une situation qui est très particulière. Et dans cette situation de 10%, ben, vous allez avoir une situation où les métastases vont fixer l'iode radioactif et on va pouvoir faire un, deux, trois, quatre, plusieurs traitements. Et grâce à ces traitements, on peut à nouveau obtenir une guérison, même avec des métastases, donc même avec le cancer qui s'est développé ailleurs que dans la thyroïde. Et donc ça, c'est 5% des cas. Et puis dans le reste, donc vous voyez, moins de 5% des cas, donc encore une fois, la grande majorité des maladies vont être traitées avec soit la chirurgie, soit l'iode radioactive. Donc dans moins de 5% des cas, on va avoir des cancers de la thyroïde qui ne vont pas fixer l'iode, et c'est ça qu'on appelle les cancers réfractaires à l'iode. Donc comment ça marche en fait, c'est une coupe, vous voyez, du follicule, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça c'est le follicule enfin donc c'est les cellules thyroïdiennes qui forment le follicule, et ces cellules thyroïdiennes, elles vont avoir une capacité, grâce à cette protéine ici qui s'appelle NIS, à capter l'iode qui passe dans la circulation sanguine, et cette iode va être utilisée pour réaliser la synthèse des hormones thyroïdiennes. Et donc, ce qu'on utilise en thérapeutique, on utilise cette capacité des cellules thyroïdiennes à capter l'iode pour pouvoir donner de l'iode radioactif et donc détruire les cellules du cancer qui captent l'iode. Et donc, l'iode 131, c'est un premier traitement par voie générale. C'est un traitement finalement ciblé, puisqu'on cible une capacité de la cellule thyroïdienne à capter l'iode via le NIS, et ça permet de traiter une partie des cancers thyroïdiens qui ont des métastases, c'est-à-dire des localisations à distance. Et là, tout de suite, on précise que ça, c'est uniquement pour les cancers d'origine folliculaire. Les cancers médulaires ne sont pas concernés par les traitements par l'iode radioactif. Donc vous voyez, ça c'est un exemple. Donc c'est un patient qui a eu une chirurgie de la thyroïde. On fait une première dose, enfin une administration d'iode radioactif, et on fait ce qu'on appelle une scintigraphie, c'est-à-dire qu'on regarde où est-ce que l'iode s'est fixé dans le corps. Et donc vous voyez que là, on voit une petite fixation au niveau du cou. Donc ça, c'est ce qu'on voit normalement quand il n'y a rien d'autre, c'est ce qu'on appelle le reliquat. Mais vous voyez ici qu'on a des petits points un petit peu à distance. Donc ça, c'est signe qu'il reste des ganglions. Et puis vous voyez ici des taches noires au niveau des poumons. Et donc ça veut dire qu'en fait, le cancer de la thyroïde s'est diffusé au niveau des poumons. Et donc on est devant un cancer métastatique au niveau des poumons. Donc encore une fois, on est dans une situation qui concerne moins de 10% des patients. Et donc, comme je vous le disais, en renouvelant les traitements par iode, environ un tiers des patients qui ont cette présentation au diagnostic, on va réussir à les mettre en rémission complète, c'est-à-dire que on va avoir à un moment une scintigraphie qui va être négative, où il n'y aura plus de fixation d'iode et plus de signes de maladie, le marqueur qui aura baissé, et donc une rémission. Et dans ces situations-là, on fait une freination de la TSH avec une TSH basse aux alentours de 0,1-0,5 millui par litre. Donc, c'est-à-dire qu'on met des doses de lévothyrox un petit peu plus fortes que d'habitude. Donc ça, c'est cette situation-là, les lésions iodofixantes. Et puis parfois, on fait la scintigraphie, on sait qu'il y a des métastases au niveau des poumons et on ne voit pas de fixation au niveau de la scintigraphie. Et on est dans le cadre des cancers réfractaires à l'iode. Et donc, il y a plusieurs définitions pour définir ce qu'est un cancer réfractaire à l'iode. La première, c'est celle que je viens de vous dire, c'est-à-dire que la tumeur ne fixe pas l'iode radioactif. On sait qu'il y a des lésions dans les poumons, on ne voit pas de fixation. La deuxième situation, c'est quand il y a une partie de la maladie qui fixe l'iode et l'autre partie qui ne fixe pas l'iode. Une autre situation, c'est quand la tumeur augmente malgré des traitements à l'iode, ça veut dire que l'iode n'est pas suffisant pour bloquer l'évolution de la maladie. Et puis une autre situation, mais qui est un petit peu plus discutée, c'est quand on a fait déjà 6 traitements par iode, qui reste de la maladie. Là, on est dans une situation où on discute au cas par cas pour savoir si on continue à faire de l'iode. Ça dépend si ça fixe bien ou pas, ou alors si on considère qu'on est dans une situation de maladie réfractaire à l'iode. Donc on se retrouve dans cette situation qui concerne encore une fois moins de 5% des cas, où on a
une maladie, un cancer de la thyroïde réfractaire à l'iode. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'a été mis en place au niveau national, et donc ça, c'est labellisé par l'Institut du cancer, un réseau cancer rare qui s'appelle le réseau Endocan Tutiref. Donc, en fait, c'est une association de centres dans les différentes régions en France pour prendre en charge les patients. Donc, vous voyez, moins de 5% des cancers de la thyroïde. J'insiste, c'est-à-dire que c'est une situation très rare. Et donc, il faut des centres spécialisés, donc par exemple comme le CHU de Lille, pour prendre en charge ces patients. Et alors, comment on fait pour décider du traitement? Bah, vous voyez, on essaie de prendre en compte tous les aspects de la maladie et aussi tous les aspects du patient pour arriver à une évaluation pronostique, c'est-à-dire est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, et quel traitement on va proposer. Donc, en gros, on va se poser la question, est-ce qu'il y a des symptômes? Parfois, on peut avoir des métastases sans aucun symptôme. Quel est l'âge du patient? Est-ce qu'il a déjà eu d'autres antécédents? Quel est le mode de vie du patient? Comment il peut prendre les traitements? Est-ce qu'il s'agit des enfants, des patients âgés? Donc, différentes situations. Les caractéristiques de la tumeur au niveau histologique, c'est-à-dire quel type de cancer il s'agit. Est-ce qu'il y a des anomalies moléculaires, donc des mutations particulières? Est-ce que la maladie est lentement évolutive ou rapidement évolutive? Quelle est la taille des métastases? Où sont localisées les métastases? Est-ce qu'on a des essais thérapeutiques? Donc, voyons, on va réfléchir à tout ça pour décider du traitement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme possibilité de prise en charge? Alors, bien souvent, la première chose qu'on fait, c'est qu'on se rend compte que même s'il y a des métastases, donc même si le cancer s'est développé dans d'autres organes que la thyroïde, finalement, bah, la maladie est de petit volume, c'est-à-dire que c'est des petits nodules. Il n'y a pas de symptômes, il n'y a aucun risque de complications. Puis quand on fait des examens d'une fois sur l'autre, soit des échographies, soit des scanners, soit éventuellement la thyroglobuline, eh ben, on ne voit pas beaucoup d'évolution. Et donc, c'est des situations où on fait une surveillance active et on donne uniquement du lévothyrox. Donc ça, c'est vrai que c'est un concept un petit peu difficile à comprendre. C'est-à-dire qu'on est devant un cancer dont on dit en plus qu'il y a des métastases et pourtant, on ne va pas forcément faire de traitement d'emblée. Et ça, finalement, ça concerne quand même une bonne partie des patients. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait, ça c'est une étude qui a été faite dans le Centre de lutte contre le cancer à New York. Vous voyez, ils ont étudié 88 patients, ils ont mesuré leur métastase pulmonaire. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont vu dans cette étude? C'est que quand on surveille juste sans traiter, vous avez 30% des patients, donc un tiers des patients, qui vont avoir aucune évolution de leur métastase pulmonaire alors qu'on va les surveiller pendant 2 ans. C'est-à-dire que pendant 2 ans, la maladie ne bouge pas. Et donc, dans ces situations-là, quand la maladie ne bouge pas, on ne propose pas de traitement parce que comme ça évite les effets secondaires des traitements et il n'y a aucun impact sur la qualité de vie. Ça, c'est pour les cancers thyroïdiens différenciés, donc d'origine folliculaire. Et puis, on a aussi pour les carcinomes médulaires de la thyroïde. Donc, comme je vous ai dit, c'est une forme particulière, moins de 5% des cas. Les carcinomes médulaires, ils ont une sécrétion d'un marqueur qui s'appelle la calcitonine. Ben, pareil, même quand on sait qu'il y a une maladie avancée, avec des localisations en dehors de la thyroïde, parfois on ne fait rien dans ces carcinomes médulaires de la thyroïde. C'est-à-dire, enfin, c'est pas qu'on fait rien, on fait une surveillance. Pourquoi? Parce que vous voyez, dans 2 tiers des cas, vous allez avoir 2 tiers des patients qui vont avoir aucune augmentation du taux de calcitonine, donc aucun mouvement du cancer sur une durée supérieure à 2 ans. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez un certain nombre de cancers thyroïdiens qui, bien que réfractaires à l'iode et bien que ayant une évolution extra-thyroïdienne, vont avoir une évolution très lente qui n'ont pas besoin de traitement. Alors la situation suivante, c'est que par exemple, vous allez avoir une lésion, une métastase qui va se mettre à augmenter, ou alors qui pourrait être à risque de complications, ou alors qui peut occasionner des douleurs ou une problématique locale, soit au niveau du poumon, soit au niveau de l'os, soit au niveau du foie. Et donc dans ces situations-là, on ne va toujours pas faire de traitement par voie générale, on va proposer des traitements locaux. Donc c'est des traitements qui sont de différentes modalités. Vous pouvez avoir des traitements de chirurgie, vous pouvez avoir de la radiothérapie
Et puis, vous pouvez avoir un petit peu des équivalents de ce que vous avez vu là sur le nodule dans la présentation juste avant, des traitements de radiologie interventionnelle avec de la radiofréquence ou de la chimio-embolisation. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple, par exemple, de traitement par radiofréquence. Donc, vous avez ici, là, ce que vous voyez en blanc, c'est une métastase au niveau du poumon. Et donc, parfois, vous allez avoir une seule métastase qui grossit un petit peu. Et donc, vous voyez, sous contrôle scanner au bloc opératoire, le radiologue peut ici mettre une sonde au niveau du nodule. Il va faire chauffer la sonde et ça va permettre de détruire le nodule cancéreux. Et il n'y aura pas besoin de faire d'autres traitements supplémentaires. Parfois aussi, le cancer peut se mettre au niveau des os, ça peut occasionner des douleurs ou alors des lésions qui pourraient, si on ne fait rien, donner une fracture. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça, c'est une vertèbre. Et puis, vous voyez, là, ici, c'est un petit peu plus noir. Et donc, ça, c'est le signe qu'il y a une lésion cancéreuse au niveau de la vertèbre. Donc, c'est une métastase au niveau de la vertèbre. Et donc, ça, on peut le traiter avec, pareil, en radiologie interventionnelle. Et vous voyez, mettre du ciment, là, c'est ce que vous voyez là qui est très blanc. En fait, le radiologue va mettre une aiguille ici dans le trou, mettre du ciment et ça va renforcer l'os pour éviter d'avoir une fracture. Et puis enfin, il y a des techniques de radiothérapie, hein. Donc, les techniques de radiothérapie sont de plus en plus sophistiquées. On a des machines, un peu là, comme vous voyez ici, qui s'appellent le CyberKnife, qui permettent de délivrer de la radiothérapie à un endroit très précis et d'éviter de faire de la radiothérapie sur les tissus sains. Et donc, l'ensemble de ces techniques permet de traiter des localisations du cancer de la thyroïde à des endroits très précis qui pourraient poser problème. Et puis finalement, on va arriver à la situation. Donc, vous voyez, on est déjà à moins de 5% de tous les cas. Et encore, c'est encore une sous-partie des maladies avancées. On va arriver dans la situation des cancers thyroïdiens réfractaires qui vont avoir besoin d'un traitement systémique. Donc, ce qu'on appelle un traitement systémique, c'est un traitement par voie générale. Et donc, ça, on le réserve pour des patients qui vont avoir une maladie ou un cancer de la thyroïde en progression, c'est-à-dire en augmentation en taille, avec un volume tumoral important, avec des symptômes ou avec des risques de complications. Donc, encore une fois, ça va être une sous-partie, enfin un sous-groupe des patients et tout le monde ne va pas forcément avoir un traitement systémique. Alors, pourquoi en fait on limite vraiment les indications de traitement systémique? C'est parce que tous nos traitements ont des effets secondaires. Et donc, on est toujours en train de réfléchir à ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque, c'est-à-dire que si on n'a pas de symptômes, on ne veut pas que le patient ait plus de symptômes avec les effets secondaires qu'avec la maladie. Alors, le principe de l'action des traitements dans le cancer de la thyroïde, c'est principalement ce qu'on appelle des médicaments anti-angiogéniques. Et donc, en fait, encore une fois, c'est pour les patients qui ont des cancers de la thyroïde avancés. Ce qu'on sait, c'est que les cellules cancéreuses, pour pouvoir grossir en tumeur et que les tumeurs augmentent de plus en plus, elles vont avoir besoin de créer des vaisseaux pour se nourrir. Et donc, on a développé des traitements, ce qu'on appelle des inhibiteurs multikinases à activité angiogénique. Et ces médicaments vont agir là sur les vaisseaux de la tumeur pour, en gros, l'empêcher de se développer. Donc là, vous avez un schéma. Vous avez ici, donc, vous voyez, ça, c'est la tumeur dans la thyroïde. Vous avez ici, c'est la cellule vasculaire, donc c'est-à-dire la cellule des vaisseaux sanguins. Et elle va envoyer des signes, la cellule tumorale va envoyer des signaux à la cellule vasculaire pour développer des vaisseaux sanguins. Et nous, on a des médicaments ici, dont on va parler après, qui vont permettre d'inhiber ce développement de la cellule vasculaire. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que sur la cellule tumorale, on a certains récepteurs, donc certaines protéines à la surface des cellules tumorales. Et donc ça, c'est des protéines qui peuvent stimuler le développement du cancer quand elles sont mutées. Et pour certaines de ces protéines, on a ce qu'on appelle des inhibiteurs ciblés, c'est-à-dire des médicaments qui vont venir bloquer ici le processus pour bloquer le développement tumoral. Donc en fait, on a deux façons d'attaquer la cellule, soit l'empêcher de faire des vaisseaux, soit ici bloquer un de ces processus cellulaires liés à des mutations. Et donc, comment on a pu valider les traitements? Donc, vous savez que pour pouvoir avoir accès, en fait, pour qu'un médicament soit mis sur le marché,
et soit disponible en pharmacie, il faut faire ce qu'on appelle des études de phase 3. Donc, c'est des études où il y a eu un tirage au sort et où les médicaments, globalement, étaient comparés au placebo. Donc, c'est des essais cliniques qui ont permis de montrer que ces traitements étaient efficaces et ça a permis d'obtenir le remboursement et que ce soit disponible en pharmacie. Et donc là, vous avez une liste des médicaments qui sont disponibles en pharmacie. Pour les carcinomes thyroïdiens différenciés, donc d'origine folliculaire, le traitement de première ligne, c'est un traitement qui s'appelle le lenvatinib, qui est principalement utilisé. Et en deuxième ligne de traitement, on a un traitement qui s'appelle le cabozantinib, et également le dabrafenib trametinib récemment, qui a montré son efficacité en étude de phase 3, mais qui n'a pas l'AMM à l'heure actuelle, donc c'est-à-dire euh, pas l'autorisation de mise sur le marché, parce que parfois vous avez des médicaments qui ont été testés, mais qui n'ont pas encore eu l'autorisation de mise sur le marché par les autorités européennes. Pour le carcinome médulaire de la thyroïde, les traitements qui sont validés, c'est le vandetanib, le cabozantinib et le selpercatinib. Et le selpercatinib, c'est un de ces médicaments très ciblés, alors que par exemple le vandetanib est un médicament qui agit sur les vaisseaux de la tumeur. Donc, vous voyez, on va avoir des options soit de traitement contre les vaisseaux, soit de traitement ciblé. Et puis après, on a d'autres médicaments aussi ciblés, mais qui n'ont pas été validés dans des études comparatives. Et donc, certains n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché, d'autres, comme celui-là qui s'appelle l'arotrectinib, pour vraiment une sous-partie très rare, qui moins de 3% des cas, va être disponible en pharmacie et être remboursé. Alors en fait, comment on choisit un petit peu ces différents traitements? Tout dépend en fait de la mutation qu'on va trouver dans le cancer de la thyroïde. Donc en fait, vous savez que dans les cellules, vous avez un noyau et dans ce noyau, vous avez les chromosomes et sur ces chromosomes, vous avez l'ADN. Et donc c'est l'ADN qui compose les chromosomes et sur cet ADN, vous avez tous les gènes de la cellule. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, vous allez avoir une mutation sur un de ces gènes de l'ADN ou alors des modifications ici autour des gènes. Et c'est ça qui peut causer le développement du cancer de la thyroïde. Et donc, de plus en plus, on a développé des techniques qui permettent de déchiffrer ce code de l'ADN. Donc, c'est ce qu'on fait maintenant avant de débuter un traitement pour pouvoir décider du traitement, pour essayer de voir est-ce qu'il y a une mutation spécifique pour laquelle on a un traitement ciblé. Donc, c'est ce qu'on appelle le profil moléculaire. Donc, à la fois, il y a des plateformes dans tous les hôpitaux qui permettent de faire cette analyse génétique. Et puis, il y a aussi tout un programme français qui s'appelle le plan France Médecine Génomique qui permet de faire ce qu'on appelle du séquençage, c'est-à-dire lire le code de l'ADN des cellules tumorales pour rechercher ces erreurs dans le code, les mutations, et ça peut permettre de trouver un traitement plus ciblé. Donc, vous voyez, l'idée, c'est que là, ici, on part de patients qui ont des cancers de la thyroïde sans précision. Et puis, finalement, on identifie ces différentes couleurs qui correspondent à différents gènes. Et puis, après, ce qu'on veut faire, c'est ça qu'on appelle la médecine personnalisée. C'est essayer de trouver le traitement adapté à l'anomalie moléculaire. Donc, si on regarde dans les cancers thyroïdiens, en fait, on a à peu près 40% des cancers différenciés de la thyroïde, donc les cancers d'origine folliculaire dont je vous parlais au départ, qui vont avoir une mutation pour laquelle on a un traitement spécifique. Et donc ces mutations, c'est des mutations sur le gène BRAF qui sont les plus fréquentes, hein, vous voyez 36%. Et puis après, il y a des anomalies qui sont rares, les fusions RET et NTRK, donc c'est différents gènes qui vont être retrouvés chez 5% des patients. Et donc pour ces mutations, on a des traitements spécifiques, le dabrafenib ou le trametinib par exemple pour les mutations BRAF, ou alors le larotrectinib ici en cas de mutation NTRK, ou alors le selpercatinib en cas de fusion RET. Pour l'instant, notre traitement de référence, c'est le lenvatinib, le traitement à activité contre les vaisseaux. Et on n'a aucun de ces traitements ciblés qui a démontré qu'il était meilleur que le lenvatinib. Donc, dans la plupart des cas, on commence quand même par le traitement qui agit sur les vaisseaux et après, on envisage un traitement ciblé. Alors, vous avez peut-être entendu aussi parler de la redifférenciation. Donc, on a dit tout à l'heure que parfois on avait des maladies de cancer de la thyroïde qui ne fixaient pas l'iode.
Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que quand on agit sur la mutation BRAF, cette mutation-là qu'on retrouve dans 40% des cas, avec le traitement ciblé d'abrafenib, trametinib, on peut réinduire la fixation de l'iode. Donc, vous voyez là, c'est un patient qui a une maladie qui ne fixe pas l'iode. Vous donnez le traitement d'abrafenib, trametinib, et là, l'iode se refixe sur la maladie qui est dans les poumons. Et donc ça, c'est des traitements qui sont utilisés dans le cadre de protocoles pour le moment. On n'a pas encore d'autorisation définitive, donc l'expérience est encore limitée, mais c'est une des voies de recherche, c'est-à-dire d'essayer de re-rendre le cancer de la thyroïde sensible à l'iode, même quand il est devenu réfractaire. Pour les carcinomes médulaires de la thyroïde, donc ces cancers qui représentent 5% des cancers de la thyroïde, on a maintenant des inhibiteurs spécifiques comme le selpercatinib qui vont spécifiquement aller sur cette mutation RET. Et ça, c'est un médicament qui récemment a montré son efficacité, qui est devenu le traitement de référence de première ligne en cas de mutation RET, qui concerne à peu près, vous voyez, 55 à 80% des patients. Alors, quand est-ce qu'on commence un traitement par voie générale avec ces molécules, avec ces médicaments? Globalement, c'est quand on a une maladie progressive, c'est-à-dire qui augmente en taille, plus de 20% d'augmentation, c'est nos critères, et en cas de masse tumorale significative, c'est-à-dire il faut que les nodules, par exemple, si c'est des nodules pulmonaires, ils aient quand même une taille suffisante pour qu'on juge que ce soit à risque, ou en tout cas plus à risque que le risque d'effet secondaire du traitement. Alors pourquoi on attend beaucoup et pourquoi on ne traite pas tout de suite? Parce qu'en fait, nos traitements, ils ont quand même de nombreux effets secondaires, en particulier de la fatigue, en particulier de l'hypertension. Ça peut donner de la diarrhée, ça peut donner des amaigrissements, ça peut donner des syndromes, ce qu'on appelle syndrome main-pied, avec les mains et les pieds qui peuvent être douloureux. Et donc, on essaye au maximum de limiter les indications à ce qui est nécessaire. On fait un bilan avant traitement et puis ce qu'il faut, c'est une surveillance étroite, souvent avec plusieurs spécialités, des infirmières, des cardiologues, des nutritionnistes. Et on est souvent amené à devoir adapter les doses parce que c'est quand même rare qu'on arrive à supporter les doses pleines. C'est des médicaments qui ne sont pas toujours faciles à supporter. Et donc, on va être amené régulièrement à devoir adapter les doses. Donc, en fait, ce qu'on fait en consultation, c'est qu'on essaye d'évaluer l'efficacité. Donc, on va refaire des imageries régulièrement, le plus souvent un scanner tous les 3, 4, 6 mois parfois. Et puis, on va regarder comment est toléré le traitement, quels sont les effets secondaires. Et puis, ça permet de faire une espèce de synthèse entre l'efficacité et la tolérance. Et on essaie de trouver la dose qui est bien supportée et qui reste efficace. Et ça permet de poursuivre le traitement. Quand on a des effets secondaires ou des effets indésirables, il y a plusieurs façons de gérer. Ça dépend un petit peu des effets secondaires, mais en règle générale, on baisse la dose du médicament ou alors on est amené à le suspendre, c'est-à-dire l'arrêter pendant quelques jours, le reprendre ensuite quand l'effet secondaire s'améliore. Parfois, il faut prendre des traitements en plus pour les effets secondaires. Par exemple, pour la tension, il faut prendre un traitement contre la tension. Donc, ça rajoute des traitements au traitement par voie générale. Et puis chez les patients âgés, en règle générale, on est aussi amené à donner des traitements un petit peu à dose inférieure parce que c'est un peu plus dur à supporter que chez des patients plus jeunes. Voilà, donc en conclusion, ces cancers thyroïdiens réfractaires à l'iode, les cancers médulaires et les cancers anaplasiques, ça représente une minorité des cancers thyroïdiens. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est pas parce qu'on dit métastase que c'est forcément une maladie agressive. Il y a des patients qui ont des petites métastases au niveau des poumons pendant des années, qui n'ont pas besoin de traitement. Donc, il faut toujours faire attention de se dire, bon, certes, la maladie est étendue, mais ça peut être une maladie d'évolution très lente ou pas évolutive. Donc, comme vous l'avez compris, on a un réseau donc, de prise en charge et où tous les dossiers des patients sont discutés de manière pluridisciplinaire. On essaie de prendre en compte l'ensemble des critères pour décider d'un traitement. En gros, il y a trois grandes possibilités, soit la surveillance sans traitement, soit des traitements locaux, soit des traitements par voie générale.
Nos traitements par voie générale, donc vous avez compris que ce n'est pas de la chimiothérapie, ce sont ce qu'on appelle des inhibiteurs de tyrosine kinase. Ils sont efficaces, mais ils ont des effets secondaires, donc ça nécessite une surveillance stricte. Et puis de plus en plus, avec la connaissance des mutations, ben, on peut avoir des traitements plus ciblés et ça augmente le nombre de possibilités thérapeutiques. Alors je voulais vous montrer qu'on avait un site internet, le site Tutiref. Vous avez ici, vous voyez, un onglet pour les patients et les familles où vous pouvez retrouver des vidéos d'information, des fiches médicaments, des livrets d'informations. Donc, n'hésitez pas à aller visiter le site. Vous voyez, vous avez différents livrets pour vous informer. Voilà. Et donc, je vous remercie pour votre attention et je peux répondre aux questions. Voilà, merci beaucoup à tous pour vos présentations. Alors, c'est beaucoup d'informations aujourd'hui. Alors, je ne suis pas certaine d'avoir tout compris. Est-ce que vous utilisez l'iode radioactif dans les cas de cancer nodulaire et dans quel cas, s'il vous plaît? Donc, l'iode radioactif, on l'utilise dans deux situations. On l'utilise en post-opératoire. Donc, en fait, vous allez avoir la chirurgie de l'ensemble de la thyroïde, soit en une fois, soit en deux fois. Donc, d'abord lobectomie, puis on va enlever le reste de la thyroïde. Ça va se décider en fonction des caractéristiques du cancer de la thyroïde, c'est-à-dire on va regarder en gros sa taille, son extension, est-ce qu'il y a des ganglions. Tout ça, c'est un certain nombre de critères, l'aspect aussi au microscope. Et donc, il y a un certain nombre de critères qui permettent ensuite d'évaluer le risque de rechute. Et donc, en fonction du risque de rechute, il y a trois grandes catégories, le risque élevé, le risque intermédiaire, le risque faible. Ce qu'on sait, c'est que quand il y a un risque faible, il n'y a pas besoin de faire de traitement par iode complémentaire. Quand il y a un risque intermédiaire, il y a en règle générale une indication à faire un traitement par iode, et également quand il y a un haut risque de rechute. Et donc ça va être ce qu'on appelle le traitement adjuvant, c'est-à-dire le traitement en plus de la chirurgie, en gros, pour finir le travail, hein. C'est majoritairement la chirurgie qui traite, et après, l'iode est un traitement en plus. Donc ça, c'est la situation adjuvante. Et parfois, en faisant le premier traitement par iode, sur la scintigraphie, on va se rendre compte qu'en fait, il y a des métastases au niveau des poumons. C'est ce que je vous montrais là sur les images. Et donc là, on arrive sur une situation où la maladie est métastatique, donc avec des lésions en dehors de la thyroïde. Et donc c'est là où on va refaire des traitements par iode, au début tous les 6 mois, éventuellement après une fois par an. Et là, on sait que dans un tiers des cas, on peut encore une fois guérir le cancer métastatique s'il fixe très bien l'iode et qu'on voit que ça diminue au fur et à mesure des traitements. Et parfois, à force de faire ces traitements où dès le début, on se rend compte qu'il n'y a pas de fixation d'iode, et c'est là où on se retrouve dans une situation de cancer réfractaire. Moi, j'en ai une petite pour toi, je veux bien, pour aussi l'ensemble de l'équipe Vive sans thyroïde et pour les patients. Finalement, on voit qu'on a des traitements qui sont pas, pour lesquels on a des difficultés d'accès. Euh, et ces associations aussi de patients peuvent permettre aussi des fois de soumettre, de répondre à des demandes d'autorisation de mise sur le marché. Ça a été un peu discuté là, dans d'autres types de tumeurs endocrines, peut-être simplement sur lien, qu'est-ce qui pourrait être fait aussi de manière commune avec les associations de patients? Alors, bon, il y a plusieurs aspects pour répondre à la question. Donc, nous, dans le cadre du réseau, on essaye régulièrement de mettre en place ce qu'on appelle des essais thérapeutiques, donc avec soit des nouvelles molécules, soit éventuellement pour évaluer quelle est la meilleure façon de prendre en charge. Donc, régulièrement, on peut être amené à proposer aux patients de participer à des essais cliniques. C'est des essais cliniques qui peuvent permettre à un moment ou à un autre d'obtenir le remboursement pour un médicament. Et c'est en particulier dans le cadre des études où il y a un tirage au sort, ce qu'on appelle les études randomisées. Donc bon, à chaque fois que les patients acceptent de participer, on est très reconnaissant parce que c'est important pour faire avancer à la fois les connaissances scientifiques et aussi l'accès au traitement. Une fois qu'on a des résultats des études, après, il y a une négociation qui se fait au niveau de l'Europe. En fait, c'est l'Europe qui donne les autorisations de médicaments. Et après, une fois que l'Europe a autorisé le médicament, il y a une négociation au niveau de la France où c'est la haute autorité de santé qui, elle, va dire on rembourse ou on ne rembourse pas. Ça veut dire que vous pouvez avoir des médicaments qui ont une autorisation européenne mais qui ne sont pas remboursés en France.
Et donc, ce qu'on fait de plus en plus avec donc l'association Vive sans thyroïde, c'est d'essayer d'avoir des témoignages de patients qui sont traités par les médicaments pour lesquels il y a une demande d'autorisation de remboursement en France, et souvent de plus en plus dans les dossiers, vous avez les données des essais cliniques, les données médicales, les données scientifiques, et en plus, on essaye de contacter les patients pour avoir le témoignage, savoir comment s'est passé le traitement, quels sont les effets secondaires, et pour pouvoir le mettre dans le dossier de remboursement. Et parfois, ça permet d'aider à obtenir le remboursement du médicament et qu'il soit disponible pour tout le monde. Ok, un grand merci. Oui, oui, oui.